Bienvenue à tous. Nous sommes actuellement à Davos, ici pour assister et animer ce débat sur une question essentielle d'actualité, l'ère post-multiculturelle. On dit de plus en plus souvent que les politiques de multiculturalisme et d'assimilation ont échoué, mais que va-t-il donc se passer maintenant alors que les tensions sont importantes et que l'évolution démographique est rapide dans le monde? Les minorités font face à une hostilité croissante et la diversité est confrontée à des défis considérables étant donné l'essor des mouvements populistes. Il y a aussi de plus en plus de tensions liées à la crise des réfugiés et des craintes liées bien sûr au terrorisme. Ce sont des questions sur lesquelles nous allons nous focaliser, mais nous aimerions voir à quoi pourrait ressembler un nouveau contrat social qui pourrait construire à nouveau la confiance entre les personnes venant de différentes origines. J'espère que nous allons pouvoir laisser de côté dans la mesure du possible le politiquement correct pour voir vraiment cette question de manière pratique. Je vous présente les participants de ce débat. Voici Alexander De Croo, le vice-premier ministre belge. Vous êtes largement en faveur de l'utilisation des données numériques sur les migrants pour aider à la création, à l'élaboration de politiques migratoires. Je pense que cette discussion, vous allez alimenter cette discussion de manière intéressante. Lonnie Bunch est également avec nous, directeur du Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine. C'est l'institution Smithsonian, donc aux États-Unis. Vous avez énormément de connaissances sur l'expérience afro-américaine aux États-Unis dans le passé et bien sûr jusqu'à aujourd'hui. Brendan Cox est avec nous également. Il est activiste et militant britannique. Il a cofondé le Centre pour la migration et les réfugiés. Il va nous aider à mieux comprendre ce sentiment anti-immigré. Et vous savez sûrement tous que l'épouse de Brendan Cox a été assassinée il y a quelques mois par un militant d'extrême droite. C'était en juin 2016. C'était alors qu'elle menait justement campagne contre le Brexit. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et comme je l'ai précisé, nous voulons que cette discussion soit ouverte. Et puis, bien sûr, nous avons également autre participante à ce débat, Elif Shafak, écrivaine turque. Elle a remporté plusieurs récompenses à travers le monde. Dans son travail, dans ses œuvres, il y a toujours cette question de l'intégration et cette question de l'identité. Une question se pose dans ses ouvrages, comment l'identité peut être manipulée. Et puis Elif Shafak milite également pour les droits des femmes et des minorités. Donc ce débat réunit des personnalités très intéressantes. Nous allons donc passer en revue cette question du multiculturalisme et vous allez nous faire partager votre expérience de cette question. Alexander De Croo, comment voyez-vous le multiculturalisme en Belgique aujourd'hui ? Je pense que par définition, la Belgique est un pays très multiculturel parce que vous voyez, comme nous disons toujours, c'est l'Europe en plus petit. Vous avez plusieurs langues, il y a un système politique très complexe, etc. Cela va de soi qu'il y a également eu énormément d'immigration par le passé et ça continue d'être le cas. Vous voyez, moi je ne pense pas forcément que la migration soit le problème. Le problème surtout a été l'intégration et nous n'avons pas été très doués pour mettre en place une bonne intégration. Si l'on regarde vers le passé, on peut se poser beaucoup de questions par rapport aux politiques qui ont été conduites. Il y a des cours, il y a des examens qu'on passe lorsqu'on veut intégrer le pays, mais c'est pas comme ça qu'on intègre un pays. Parce qu'on connaît la langue, les rudiments de la langue, c'est pas pour ça qu'on est capable de s'intégrer dans la société. L'intégration fonctionne très différemment. Il s'agit surtout d'avoir un emploi, par exemple. Il s'agit de faire partie intégrante de la communauté, de partager ses valeurs. Et c'est après qu'on apprend la langue et que toutes les autres choses se mettent en place. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui constitue la base de notre discussion en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire quelles sont nos valeurs. On peut dire par exemple que l'Europe est une société libérale avec une façon de vivre libérale très largement basée sur les valeurs
liées à l'époque des Lumières. La question, c'est à quel point est-on prêt à discuter de ces valeurs, à les mettre sur la table et comment faire en sorte que l'intégration fonctionne, que la cohésion sociale fonctionne. Et avec le débat actuel sur les flux migratoires, il n'y a pas vraiment de discussion. Si on parle de cohésion sociale, justement, parlons-en. Elif Shafak, sur le même thème qui a été abordé, si ce débat n'a pas eu lieu et si effectivement nous parlons de cette ère post-multiculturelle, est-ce qu'il s'agit surtout de construire des conditions, une situation qui a déjà été créée? Devons-nous revenir à une ancienne situation ou faut-il créer un nouvel environnement? Ce qui m'inquiète, dit Elif Shafak, c'est que nous avons mis de côté cette notion de multiculturalisme très rapidement, sans faire attention qu'il a fallu des décennies pour en arriver là. Et beaucoup de personnes ont dû œuvrer très fortement pour obtenir ce niveau de diversité. Moi, je viens d'un pays qui a perdu son côté multiculturel. C'est un pays qui n'a jamais su apprécier sa diversité. Et si on perd cet héritage cosmopolite, comme on l'a fait en Turquie, on perd énormément. Je suis inquiète qu'en Europe, on voit ce même genre de choses se passer. Donc cela ne remet pas seulement en cause la diversité et le côté cosmopolite de nos sociétés. Et moi, personnellement, je me vois comme une citoyenne du monde. Je pense qu'on remet en cause aussi la question de la démocratie dans tout ça. Je pense qu'il faudrait souligner cela parce que la démocratie est bien plus fragile qu'on ne l'imagine. Nous devons travailler là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est évident. On présume que l'histoire part toujours en avant, avance, mais il est possible aussi que l'histoire revienne en arrière ou prenne aussi une mauvaise direction. Et nous avons aussi les conséquences des mauvaises décisions qui ont été prises par nos aïeux. Je suis très préoccupée aujourd'hui par l'Europe. Aujourd'hui, il y a eu des études à travers un certain nombre de pays européens et il est assez intéressant de noter que dans 5 pays, et surtout aux Pays-Bas, en Hongrie et en France, par exemple, l'attitude envers la diversité a beaucoup changé. Est-ce que vous pensez que dans votre pays, vous pensez que la diversité nuit à votre pays? Et un tiers des Européens ont répondu oui. Donc c'est très négatif sur l'aspect de diversité. On doit prendre les choses très au sérieux. Ce petit continent est aujourd'hui confronté à cette hausse, à cet essor du populisme. Or, dans notre histoire, il faut éviter de répéter l'histoire, il faut éviter de répéter les mauvais épisodes de notre histoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également en Europe, Brendan Cox? Je pense qu'il est important surtout de s'interroger. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des pays ou des sociétés qui ne soient pas multiculturels. Et aujourd'hui, si on regarde par le passé, prenons l'exemple pas seulement les flux migratoires récents, mais il y a toujours eu des cultures très différentes qui ont vécu au sein des mêmes pays. Il y a la culture catholique, il y a la culture protestante, les Anglais, les Irlandais, les Écossais, les gens de la Cornouaille, différentes classes. Il y a toutes sortes de cultures de classe, donc il est très difficile de penser à une idée monoculturelle au Royaume-Uni. Je ne pense pas que ce genre d'État existe, et même si ça existait, je pense que personne ne voudrait y habiter. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé en ex-Yougoslavie. Dans les années 90, ils ont essayé de créer des sociétés monoculturelles menées par des extrémistes. Et la Bosnie, à l'époque, a divisé le pays en blocs. Et à mon avis, plus personne ne veut revenir en arrière et habiter dans ce genre d'environnement. Mais la question pour moi est surtout de voir quelle est l'étendue du multiculturalisme. D'un côté, ça veut dire le multiculturalisme et la supération où il y a plein de cultures qui existent séparément au sein d'un même
d'un même État, et à l'autre bout de l'échelle, il y a une approche avec une position pour assimiler qui est beaucoup plus agressive. Et pour moi, le point qui est le plus intéressant, c'est que, et ce qui constitue une réussite, c'est que là, vous arrivez à avoir une culture qui réunit les gens, un multiculturalisme qui peut être confiant. Surtout, par le passé, il y a eu cette idée de toujours fêter la différence plutôt que de fêter ce que nous avons en commun. Il s'agit de tenir compte de ces deux aspects. C'est ça le défi. Et c'est une très bonne introduction pour ma prochaine question à Lonnie Bunch. En tant que directeur de ce musée aux États-Unis, vous avez une grande responsabilité à ce niveau-là. Vous devez mettre en exergue l'histoire afro-américaine, mais sans exclure les autres. Comment le faites-vous et comment voyez-vous l'histoire multiculturelle aujourd'hui aux États-Unis? Et revenons un peu à ce que disait Alif. Parfois, l'histoire part dans de mauvaises directions, mais il peut aussi y avoir des surprises. Les relations interraciales aux États-Unis se sont détériorées aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va avoir Donald Trump. Je pense que le défi pour nous aux États-Unis, c'est vraiment de comprendre et de bien comprendre que la race et l'ethnicité a toujours constitué notre identité nationale. Il faut le reconnaître. Et du côté d'un musée, surtout le musée que je dirige, est de prendre l'expérience afro-américaine et de l'aligner avec ce que cela veut dire d'être américain. D'une certaine manière, d'ailleurs, pour moi, le défi est de dire qu'il ne s'agit pas simplement d'intégrer, il s'agit surtout de comprendre et de bien comprendre que la race a formé notre nation en tant qu'Amérique, et ce sera toujours le cas. Je pense que le défi est surtout de calculer, de comprendre ce que cela veut dire pour l'avenir. Qu'est-ce que cela veut dire si on dit que dans beaucoup de cas, l'expérience afro-américaine a vraiment permis, a été un terreau fertile pour que le rêve américain devienne une réalité. Cette notion de liberté qui a été définie par nos aïeux, c'est quelque chose qui a pu avoir lieu grâce aux communautés, aux différentes communautés. Dans ce nouveau monde, dans ce monde de Trump, le challenge, c'est qu'est-ce que veut dire la race et comment pouvons-nous capitaliser sur les avantages que nous avons su tirer par le passé, plutôt que de juste ouvrir ces portes où tout le monde se donne le droit de se détester et de regarder la race de façon négative. Certaines personnes se posent la question, est-ce que la peur de l'autre, ce n'est pas tout simplement la nature humaine qui reprend le dessus? Nous avons des questions issues des réseaux sociaux. J'ai une question de Henry Potts. Est-ce que le multiculturalisme n'est pas simplement une belle idée sur le papier, mais qui ne survit pas face à la nature humaine? Votre réponse, Elif Shafak. Je pense que cela dépend des politiques liées à l'identité. Nous avons tendance à entendre qu'il faut avoir une seule identité. Or, il y a de nombreuses personnes dans l'histoire qui ont résisté à ce genre de phénomène. Pendant les années 60, les femmes afro-américaines ont dit oui, je suis noire, oui, je suis femme, oui, je suis lesbienne, je suis artiste. Mais tout cela, vous ne le voyez pas quand vous me regardez. Et je parle de ces femmes noires qui ont surtout insisté sur ce côté, cette pluralité. Or, ce que partagent les populismes, c'est qu'ils n'aiment pas la complexité. Ils veulent nous réduire à une tribu, à une ethnie unique. Et nous assistons d'ailleurs au renouveau du tribalisme. Mais pourquoi ne pourrait-on pas avoir des appartenances multiples? Pourquoi je ne pourrais pas être londonienne et en même temps stambouliote? J'ai des racines dans la Méditerranée, je partage les valeurs européennes, mais je suis aussi citoyenne du monde. Je n'ai pas besoin de m'identifier à une identité, de me réduire à une identité unique. J'ai un sentiment d'appartenance multiple. Et si d'autres le peuvent, nous pouvons avoir cette chance de combattre cette approche unilatérale. Mais il faut aussi des identités inclusives pour éviter les hostilités. Je suis à 100% d'accord avec cela. Je pense qu'il est bien trop facile de réduire notre identité à
ce à quoi nous ressemblons, la couleur de notre peau, le nom que nous avons. Moi, mon identité peut être définie de différentes manières, par un groupe de musique que j'aime, par le lieu où je suis né. La définition de l'identité est bien plus complexe qu'on ne l'imagine, et si on regarde comme c'est utilisé, comment elle est utilisée aujourd'hui, comment elle est simplifiée. Aujourd'hui, on parle d'une politique identitaire, et lorsqu'on utilise l'identité dans la politique, combinée avec le mot peur, c'est une combinaison très toxique. C'est une combinaison qui donnera toujours lieu à une situation où on met une étiquette, où on colle aux étiquettes aux gens, on colle une étiquette sur leur front. Cela veut dire vous êtes ceci, vous êtes cela. Bien sûr, dans la politique, on dit toujours nous sommes les bons et les autres sont les méchants. Ce genre de combinaison, on aligne la politique et la crainte, c'est très dangereux, c'est très souvent utilisé, c'est une voie assez facile pour attirer l'attention du public, mais il n'y aura jamais de résultat politique avec ce type d'approche. Lodi Bunch. Oui, est-ce qu'il ne faut pas parfois aider le public à accepter l'ambiguïté? Dans certains cas, ce que nous avons fait, c'est que nous avons réduit les choses, dire soit vous êtes A, soit vous êtes B. Et moi, j'aurais tendance à dire que pour ce 21e siècle, ce défi aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple aux questions complexes. Cette ambiguïté, c'est essentiel. Mais comment mettre cela en exergue dans le domaine public? Brandon Cox, comme l'a dit Elif Shafak, ce que nous partageons, les choses que nous avons en commun, comment les mettre en avant? Vous avez au Royaume-Uni une presse qui est hostile de ce point de vue. Pour revenir à la racine de cette question, c'est-à-dire la racine humaine, je voudrais dire qu'il est tout à fait vrai qu'il y a un instinct humain qui se méfie beaucoup de la différence. C'est comme ça que nous jugeons les uns les autres. Si nous regardons en arrière, si nous regardons l'état de la nature, il y a aussi cette capacité humaine que nous avons de montrer, de faire preuve d'empathie. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est que les sentiments des gens ont été face aux extrémismes, face aux problèmes économiques d'emploi, une insécurité culturelle, et tout cela a empiré l'approche vis-à-vis de la différence. Et là où on doit passer plus de temps, il faut qu'on raconte des histoires sur les individus. C'est de là qu'on obtient de l'empathie. Ce n'est pas en généralisant. Nous réagissons aux préoccupations, aux peurs des gens avec des faits, avec des données. Or, il faut s'interconnecter avec les gens sur le plan émotionnel. C'est ça qui changera les attitudes. Elif Shafak, je pense qu'en règle générale, les démocrates, les libéraux ont tendance à être progressistes. Et c'est un mélange de points de vue. Mais il faut, bien sûr, comme vous le disiez, s'interconnecter au niveau de nos émotions. Mais il faut aussi comprendre comment on traduit cette anxiété et comment on traduit cette angoisse, cette question sur la situation pour nos enfants, pour l'avenir. Il faut comprendre ces questionnements aussi sur les réfugiés. Il faut comprendre que notre monde est en évolution et que, bien sûr, ces bouleversements génèrent des craintes. Il faut être plus intelligent dans notre approche. Il faut aussi parler de la culture. Souvent, nous focalisons sur les faits, sur l'économie. Or, dans un pays comme la Pologne, ils n'ont pas vraiment de problème avec la diversité. 90% de la population est catholique, mais l'immigration a été la question principale lors des élections nationales. Quelle est la raison? Il faut comprendre pourquoi. Donc les sentiments, les angoisses, ce sont des choses qui sont sous-estimées par la politique. Et vous, en tant qu'auteur, est-ce que vous vous sentez personnellement responsable dans vos ouvrages pour communiquer là-dessus? Oui, vous savez, pour raconter des histoires, on tourne autour de l'empathie. On se place au niveau de quelqu'un d'autre, on se plonge dans l'intimité de quelqu'un d'autre, même si ce n'est qu'au niveau d'un livre. Bien sûr, il y a souvent les mêmes histoires qui peuvent être placées dans les yeux à travers le regard de quelqu'un d'autre.
Donc on peut apporter le regard de certaines minorités, que ce soit culturelles ou sexuelles, et on peut les mettre ainsi en lumière dans une œuvre de fiction. Et je pense que dans les ouvrages que je consacre à la Turquie, on peut montrer qu'il y a des choses qui se font au niveau culturel et il faut que nous fassions entendre notre voix. Lonnie Bunch, dans ce cas, à propos de votre musée sur l'histoire afro-américaine, qu'est-ce que cela peut changer au niveau des fractures aux États-Unis? D'une certaine manière, je pense que les musées et la culture ont été sous-estimés. Leur valeur a été sous-estimée lorsqu'il s'agit de gérer les défis économiques, notamment. Les musées sont quelques endroits encore où on considère que tout le monde a confiance, tout le monde fait confiance aux musées. Donc j'aurais tendance à dire que dans les musées tels que le Smithsonian, notre rôle est de reconnaître que nous parlons avec des personnes et nous pouvons réunir ces gens avec tout un ensemble de points de vue différents. Nous pouvons leur permettre de s'interroger sur leurs différents points de vue à travers les programmes, les expositions, etc. Et au final, j'aurais tendance à dire que les musées jouent un rôle dans le sens où ils aident les personnes à se réunir, à se retrouver. Et ainsi, nous n'avons pas assez tiré avantage de cela. Et je pense que les musées doivent reconnaître que d'un côté, oui, ils ont une très grande valeur pour aider les gens à se souvenir, collecter les choses, mais le point le plus important est de dire comment est-ce que les musées aident les gens aujourd'hui, quels sont les outils qu'ils leur donnent pour qu'ils vivent mieux leur vie. Et si les musées peuvent aider les gens à mieux comprendre la complexité, les nuances et l'ambiguïté du monde moderne, c'est une contribution essentielle. Mais d'un point de vue pratique, Alexander De Croo, vous faites face à une situation fort complexe en Belgique. Comment tenir compte des politiques identitaires promulguées par les populistes? Par le passé, il y a eu cette politique de cordon sanitaire autour du Vlaams-Belang en Belgique. Vous estimez que ça n'a pas marché? Comment avancer sur ce point? Bien sûr, je pense que les politiques doivent écouter l'opinion publique et ils ont besoin de les comprendre. Si les gens veulent se baser sur leur sentiment d'anxiété, ça existe bel et bien l'anxiété. Donc la plus grosse erreur qu'on puisse faire, c'est de mettre cette anxiété sous le tapis, de dire que c'est injustifié. C'est ce qui est arrivé trop souvent en Europe ces dernières décennies. Or, vous voyez, si l'anxiété existe, il faut s'y confronter, il faut la comprendre, il faut y apporter une réponse. Très souvent, par exemple, lorsque vous avez des réactions racistes, c'est sous-jacent, c'est qu'il y a un élément sous-jacent, et cet élément sous-jacent peut être la peur, et la peur n'est pas toujours la crainte de l'autre, ça peut être simplement que la personne en question a peur de perdre son travail, ou qu'il y a un manque de cohésion sociale dans la communauté. Il y a toujours une raison, un élément sous-jacent, et je peux comprendre qu'une partie de l'opinion publique regardent les progrès de notre monde et se disent « Oh, ben, si c'est ça, les progrès de notre monde, les attentats terroristes en Europe, les flux migratoires très difficiles à gérer, plus d'insécurité dans le monde du travail à cause de la technologie. » Je comprends que les gens se disent « Allez vous faire voir avec vos progrès, je n'en veux pas. » Et ainsi, nous devons apporter une réponse à cela. Et la réponse, ce n'est pas de dire « c'est la globalisation », elle est déjà là. La question, c'est comment rendre les gens plus forts dans cet environnement, comment les rendre plus robustes. Je pense que les individus sont plus robustes s'ils ont un avis plus ouvert. Mais alors, comment faire pour que les gens aient un esprit plus ouvert? Juste un élément. Nous sommes en train d'entrer dans la 4e révolution industrielle. Chaque révolution industrielle a créé plus d'emplois qu'elle n'en a détruit. Certaines personnes disent que cette révolution est différente et je ne suis pas d'accord. Je pense que ce ne soit pas si différent que ça. Mais chaque révolution industrielle a toujours eu une période connu une période de transformation. La 2e révolution industrielle a poussé tout le monde dans les écoles primaires pour qu'ils aient des connaissances de base. La révolution ensuite a poussé les gens dans les études supérieures. Et donc, lors de cette 4e révolution, qu'est-ce que nous allons voir surtout? Je pense qu'une grande partie de ce que nous allons voir, c'est que l'éducation continue avec la formation continue. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que ce soit une
une éducation généralisée pour tous. Et je pense que c'est cela qui permettra de réduire les anxiétés et d'ouvrir le débat sur beaucoup de choses. Une autre question qui a été posée par les médias sur les réseaux sociaux. L'Honey Bunch, nous essayons de comprendre comment se passe ce processus vis-à-vis du regard que nous posons sur l'autre. Combien de temps faut-il entre que la culture existence, combien de temps faut-il entre entre les deux cultures? Combien de temps faut-il pour que nous renoncions à cette opposition entre ces deux cultures? S'il y a de nouveaux migrants qui ont l'impression qu'ils récupèrent une partie du rêve américain pour eux-mêmes, mais ce que nous avons appris aux États-Unis, c'est que ces tensions durent sur plusieurs générations. Ce n'est pas facile. Au final, la tension est quelque chose que nous devons prendre à bras-le-corps et ne pas considérer comme quelque chose de simplement passager. C'est quelque chose de durable. Brendan Cox, vous pensez la même chose? Oui, vous avez évoqué un point sur l'engagement économique, c'est très important. Si on regarde par exemple le Royaume-Uni, par exemple toutes les communautés qui ont réussi à s'intégrer sont à l'économie, qui ont réussi à s'intégrer à l'économie, sont celles qui se sont le mieux intégrées. Si vous allez dans le nord de l'Angleterre, il y a, par exemple, par le passé, les industries étaient beaucoup plus limitées, les industries ont décliné et les citoyens se sont sentis mis à l'écart et certaines communautés, donc, sont devenues moins intégrées. C'est un résultat direct de cela. Et l'autre point que vous avez évoqué au niveau du rôle des musées, c'est très intéressant. Je pense que ce rôle plus large des institutions, pour parler globalement, sont là pour promouvoir le contact entre les citoyens. C'est essentiel. Parce que les données montrent que lorsqu'il y a une interaction humaine avec quelqu'un, cela change beaucoup de choses. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que là où il y a de la haine, là où il y a de la frustration et de l'intolérance surtout, c'est justement dans ces zones où il y a moins de migrants, de diversité. Mais alors comment impliquer les médias sur cette question de manière positive pour ne pas créer ces écosystèmes où vos propres points de vue sont reflétés, ou seulement vos points de vue sont reflétés? Je pense qu'il s'agit surtout d'apprendre à mieux raconter des histoires. Au niveau du récit, nous avons tous tendance à donner des éléments factuels. Mon épouse, par exemple, se réveillait souvent le matin en se disant qu'elle n'avait pas dormi de la nuit parce que les enfants s'étaient réveillés. Et moi, je disais, mais si chérie, tu as dormi. Et ça l'énervait parce que moi, je répondais à une frustration émotionnelle en lui disant, le fait est que tu as dormi, alors qu'elle exprimait, elle, autre chose. Je pense que nous, de notre côté, nous devons mieux raconter des histoires. Plutôt que de parler du pourcentage de PIB auquel contribuent les migrants, nous devrions parler des réfugiés de la Syrie qui ont reconstruit des défenses contre les inondations, des défenses en dur, parce qu'ils avaient un ressenti vis-à-vis de la communauté, de responsabilité. Tant que nous ne raconterons pas ces histoires-là, je pense que la réponse immédiate sera mitigée. Le revers de la médaille, c'est la liberté d'expression. Jusqu'où peut-on aller par rapport à ce que vous dites? Jusqu'où peut-on aller quand on peut s'exprimer sur ses craintes et ses inquiétudes des gens? Nous devons bien sûr défendre la liberté d'expression, mais il faut faire très attention au discours de la haine. Et ce ne sont bien sûr pas du tout les mêmes choses. Dans une démocratie mature, nous sommes là pour défendre l'individu contre le pouvoir excessif de l'État. Or, en Turquie, où la démocratie est différente, il faut protéger l'État de l'individu. Et là, c'est toujours l'État qui a la priorité. Or, l'État peut être critiqué, mais quand on parle des minorités, il faut que les minorités aient la parole. Il faut lutter contre ces discours de haine et il faudrait avoir un débat plus nuancé.
Je critique fortement ces tentatives de créer des zones exclusives au sein des universités. Au sein des universités, on crée des blocs de parole, des groupes de parole. Or, on a besoin d'entendre toutes les paroles. Et la démocratie, c'est la multiplicité, c'est la multiple sonorité, les multiples sonorités des voix. Bien sûr, en Turquie, on a une seule manière de voir le récit national, mais dans une démocratie, il faut voir plusieurs points de vue, pléthore d'interprétations de l'histoire. Moi qui viens donc de la Turquie, je vois qu'aujourd'hui, il y a plus de 140 journalistes qui ont été mis en prison. Et c'est aujourd'hui en Turquie que l'on met le plus de journalistes en prison. Il est encore plus difficile pour les intellectuels et pour les romanciers de faire leur travail. Mais nous savons que les mots ont un pouvoir. Mais je pense qu'il faut faire encore plus attention à ces discours de haine et à ces simplifications. Autre chose concernant les migrants, je note qu'il est très intéressant de voir les immigrés turcs en Allemagne ou aux États-Unis. Ils sont différents, la situation est différente pour eux parce que eux viennent de villes différentes, qui ont un passé différent dans leur pays d'origine, mais dans leur pays hôte, ils les accueillent d'une certaine manière. Donc en fait, c'est une voie à double sens. Et puis également, tant que les femmes ne sont pas intégrées, ne sont pas éduquées, ne sont pas intégrées dans la société plus largement, ces mêmes communautés fermées vont être de plus en plus tournées vers la religion et de plus en plus refermées sur elles-mêmes. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut aussi aborder cette question de la religion. Sur le plan pratique, en Belgique, Alexander De Croo, ces femmes seront-elles protégées au sein de la société? Est-ce qu'il faut protéger les droits des femmes qui sont remis en cause par certaines cultures et religions? Je vais y venir, mais justement pour ajouter un point à ce qui vient d'être dit, si nous disons que pour les personnes qui vivent dans certaines communautés, si on leur dit « nous devez respecter nos valeurs nationales, vous devez intégrer notre mode de vie », je pense qu'on ne peut leur demander cela qu'à partir du moment où nous sommes à l'écoute de la population. On ne peut pas exiger des gens qu'ils fassent partie de notre communauté si on leur refuse un travail. Et c'est ce qui arrive bien trop souvent. Je ne dis pas que nous sommes tous fautifs à ce niveau-là, mais ça arrive. Et donc je pense que les communautés et les gouvernements doivent être bien plus proactifs à ce niveau-là. La discrimination est quelque chose qui est inacceptable et la discrimination sur le marché du travail ou sur le marché de l'immobilier, par exemple, pour obtenir une maison, un appartement, on doit être plus rigoureux. On ne peut pas dire aux gens « vous devez faire partie de notre société » et puis prenez la discrimination. Mais alors dans des pays comme la Pologne, comme l'a dit Elif, où la peur a pris le contrôle de la société quelque part, l'Union européenne doit-elle jouer un rôle différent? Je pense que c'est là que l'Union européenne n'est pas assez forte, ne joue pas assez son rôle sur la sécurité, l'économie. L'Union européenne devrait axer son travail sur les valeurs et je pense qu'il devrait y avoir plus de débats sur l'engagement à ce niveau-là avec les États membres. Je pense que sur le plan national, moi personnellement, je n'ai aucun problème s'il fallait intervenir. Eh bien, je n'aurais aucun problème non plus si on pouvait utiliser des méthodes comme par exemple tester la discrimination à travers des envois de CV dans les entreprises. Moi j'ai vu la discrimination positive et j'ai vu que ce qui se passe dans le pays, il y a quelque chose d'essentiel. La plupart des personnes qui migrent veulent faire partie de la société dans le pays vers lequel elles migrent. Mais si on leur met des gifles en permanence, je pense qu'ils se sentent rejetés et qu'ils réagissent à cela. Lonnie Bunch? Je pense qu'il faudrait quelque part obliger l'État à traiter ces questions. Parce qu'aux États-Unis, nous pensons par exemple que, d'une certaine manière, ces droits ont été protégés. Mais ces droits ne sont protégés que parce que des gens ont perdu leur vie, que parce que des gens ont exigé
ces changements et aussi parce que la communauté minoritaire des Afro-Américains aux États-Unis a dit vous devez respecter vos idéaux et nous allons protester, nous allons résister, nous allons toujours pousser pour cela. Donc moi je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les nations changent sans obliger les gens à se réunir avec une certaine force politique. Brendan Cox, est-ce que vous estimez qu'au Royaume-Uni, actuellement, l'état d'esprit général est ouvert à ce genre de discours? Est-ce qu'on peut changer les choses? Ou est-ce qu'on arrive à un point culminant, à un moment où le changement est possible, alors que dans le même temps, le Royaume-Uni est en train de sortir de l'Union européenne? Je pense que dans la majorité des pays européens, disons en Europe occidentale, pas en Europe de l'Est, je pense qu'il y a à peu près un quart de la population qui est très détendue, très en faveur de la diversité, du multiculturalisme. Il y a un quart de la population qui est très hostile et il y a à peu près 50% de la population qui se place au milieu. Et en fonction du cadrage, ils seront plus positifs ou plus négatifs. Je pense que nous avons surtout deux problèmes. Le premier, c'est que les 25% qui sont des libéraux, qui sont progressistes, ont été moins bien organisés. Ils se sont moins bien manifestés que l'autre extrême pour dominer l'espace politique, l'espace citoyen. Et ils ont été beaucoup plus, ces extrémistes, connectés avec les 50 autres pourcents. Donc pour moi, il faut activer ces groupes qui ont des attitudes libérales et faire en sorte qu'ils puissent communiquer avec les 50%. Pour l'instant, il n'y a que l'extrême droite qui s'exprime, qui écoute ces personnes-là. Mais c'est votre rôle aussi de parler à ces 50% qui votent contre l'Europe. Je ne considère pas du tout que c'est mon rôle. Je pense que nous avons tous cette responsabilité. Et je pense que dans le travail que nous avons fait, il y a une très grande réceptivité par rapport au cadrage, par rapport aux droits et aux responsabilités. Il s'agit de cette dualité dont nous avons parlé. Les gens acceptent la différence, il y a un sens de sécurité. Donc nous devons beaucoup parler et dire pourquoi nous sommes britanniques, qu'est-ce qui fait que nous sommes britanniques, qu'est-ce qui fait que nous sommes français, qu'est-ce qui fait que nous sommes allemands. Nous devons ramener ces pays à l'origine et dans chacun de ces pays, il y a ce sens des diversités de l'engagement, que ce soit aux États-Unis, qui est une nation dès le départ basée sur l'immigration, ou en France, où il y a eu la Révolution, au Royaume-Uni, où nous avons d'autres bases. Il y a des bases, des idéaux qu'on peut utiliser, mettre en exergue. Et je pense que nous devons devenir beaucoup plus doués lorsque nous parlons du patriotisme avec les bons mots. Nous sommes toujours sentis mal à l'aise avec ce terme. Nous avons laissé tomber le mot patriotisme et c'est l'extrême droite qui en a fait sa définition de façon exclusive. Or, il est très puissant de définir le patriotisme d'une manière très inclusive. Je voudrais changer un petit peu de thème en m'adressant à Elif Shafak sur les réfugiés. La Turquie est une société très diverse, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, elle doit gérer l'afflux de réfugiés, un afflux énorme dans le pays. Comment la Turquie peut-elle s'adapter à un tel afflux, 2,5 millions de personnes, si je me souviens bien? Comment on peut s'adapter dans ces conditions? Comment la société peut-elle s'adapter alors que toutes ces personnes arrivent traumatisées? Alors oui, cette crise, bien sûr, est très importante. Il y a eu bien sûr la crise financière, mais ensuite il y a eu cette crise des réfugiés qui a également impacté l'Europe avec cet effet boule de neige que nous constatons. Mais ce qui continue de se passer, c'est que c'est la pire crise humanitaire que nous avons vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une crise à très grande échelle et parce que c'est un problème international, il ne peut se résoudre qu'au plan international, s'il y a une bonne coopération, collaboration entre les différentes nations. Et si nous pouvons bien sûr tous agir en tant que citoyens du monde également, mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors bien sûr, il y a des États très rigides qui ne veulent rien avoir à faire avec cette situation, et puis il y en a d'autres qui abordent cette question avec plus de souplesse. Mais il y a bien sûr aussi la bureaucratie à Bruxelles qui n'a pas vu cette crise suffisamment tôt. Les technocrates de Bruxelles n'ont pas su mettre en place une stratégie efficace.
Je me demande comment ça se fait qu'il n'ait pas plus soutenu les minorités venant du Moyen-Orient, soutenir notamment les femmes et soutenir tous ces gens qui ont eu un parcours extrêmement difficile pour atteindre les rives européennes de la Méditerranée. Alors bien sûr, la majorité des personnes qui ont réussi à faire ce voyage, ce sont des jeunes hommes d'un certain âge. Alors, en Suède, par exemple, cela a un impact sur la population, la démographie de ce pays, où il y a bien sûr plus de jeunes hommes désormais. Et tout cela a généré ce sentiment de peur, ce sentiment raciste à l'échelle globale de l'Europe. Et ce qui m'inquiète, c'est que dans 3 pays en particulier, quand on reprend la situation dans 3 pays, au Liban, en Jordanie et en Turquie, nous avons des milliers de réfugiés, des millions de réfugiés qui sont éparpillés, notamment en Turquie, et il y a des problèmes de confrontation culturelle et des problèmes économiques sur place. Et nous ne parlons pas non plus des enfants qui se marient dans ces pays. Il y a des hommes qui épousent des femmes syriennes comme 2e épouse, comme 3e épouse, alors que la polygamie est interdite dans ces pays. Alexander De Croo, je me tourne vers vous. Donc, nous avons effectivement des situations dans ces pays qui évoluent très rapidement. Vous prenez l'utilisation des données numériques pour élaborer des politiques de migration. À quoi pourrait-elle servir exactement ? Vous savez, nous vivons à une époque où il y a pléthore de données. C'est l'une des plus grosses contradictions. Nous avons toutes ces données qui sont disponibles. Dans le débat public, on n'en entend pourtant pas parler. Donc, si vous voulez mieux comprendre, si vous voulez mieux comprendre qui va se rendre dans un pays donné, si vous pensez que l'intégration sociale, la cohésion sociale sont importants, vous avez besoin de comprendre qui va dans ce pays. Il ne s'agit pas seulement de noms et d'une personne avec un nom et une couleur de peau. Chaque personne est différente. Chaque personne a vécu une partie de sa vie avant la catastrophe et puis a réalisé un voyage. Si vous voulez bien faire les choses, vous avez besoin d'avoir un rapport qui corresponde à qui sont ces personnes, pour bien comprendre qui sont-elles, ces personnes qui arrivent chez vous. Et dans le cadre de la Syrie, c'est un pays du Moyen-Orient avec un très bon système d'éducation. Les gens ont énormément de compétences dans énormément de domaines différents. Ainsi, en tant que pays, vous ne pouvez pas simplement dire on va les masser dans le même camp de réfugiés et puis dans 6 mois, on fera la même chose, on les traitera tous de la même manière. C'est pas possible. Le deuxième élément, c'est qu'il faut surtout mieux comprendre les flux migratoires des personnes qui veulent retourner par la suite dans leur pays. Il y a énormément de personnes qui veulent retourner dans leur pays d'origine. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de pression sociale, pas tellement vis-à-vis de la crise syrienne, mais on pourrait par exemple regarder le flux migratoire de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on dit que quelqu'un d'un pays d'Afrique de l'Est doit quitter le pays, mais qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la personne ? Il y a beaucoup de gens qui sont mis sous pression pour aller en Europe. C'est toute la famille qui finance tout cela. Et cela a mis énormément de pression sur des individus. Et tout est fait par la personne qui migre vers l'Europe pour dire que même si elle souffre, elle écrit à sa famille en disant qu'elle a trouvé du travail, que tout va bien. Et donc c'est un cercle vertueux qui pousse davantage de personnes à vouloir quitter le pays. Nous allons prendre les questions en provenance du public. Mais un grand merci pour votre attention. Vous suiviez donc ce débat en direct sur Euronews. Merci à nos intervenants à ce débat. Vous pouvez nous suivre sur euronews.com et sur notre Facebook Live. Dans un instant, nous reviendrons à l'information sur Euronews. Dans un instant, les informations sur Euronews.